Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi partout au Sénégal, il est également 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Sommaire de ce journal, test négatif pour le couple français et l'équipage du bateau Aline Sitoé Diatta. Les derniers passagers ont donc été libérés de leur confinement et ont retrouvé la terre ferme. Arrêt des vols commerciaux entre le Sénégal et 6 pays de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Des touristes bloqués à Saly. Une situation vécue avec philosophie et même avec humour. Nous irons sur la petite côte. Coronavirus et fermeture des écoles. Le ministère de l'Éducation met en place un dispositif de continuité pédagogique en ligne. Quant aux enfants, ils regardent la situation avec insouciance. À suivre notre reportage à la Médina. Médina Fall, un quartier de Thiès tristement célèbre pour le meurtre de 2 femmes en seulement une semaine. Une insécurité qui serait due à la drogue. Les habitants s'inquiètent, la police déploie les gros moyens. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. À cause du coronavirus, la CEDEAO suspend sa médiation en Guinée, médiation qui était prévue aujourd'hui à cause également du Covid-19. Les primaires démocrates dans l'Ohio reportées, c'est aux États-Unis. Pendant ce temps, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza réaménage son gouvernement. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le développement de tous ces titres. L'actualité du Covid-19, Coronews, notre nouvelle rubrique qui vous tient à jour sur l'évolution de la pandémie au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et puis, il y aura point de vue avec cette question. Quel accompagnement économique et financier au lendemain des mesures pour lutter contre le Covid-19 au Sénégal, notamment les restrictions à la circulation des personnes et des biens. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne Pop Omar Diaw. Il n'y a donc plus aucun passager ni membre d'équipage à bord du navire Aline Sitoé Diatta. Le couple français, le pilote et le personnel à bord ont tous été libérés après que les tests au Covid-19 sont revenus négatifs de l'Institut Pasteur. Le ferry qui devait observer un arrêt technique à compter d'hier avait été bloqué donc à son arrivée au port autonome de Dakar aux alentours de 5 heures du matin à cause d'un cas suspect, un Français qui, je vous le disais tout à l'heure, a été libéré en même temps que les membres de l'équipage après que le test s'est révélé négatif. Toujours en Casamance, en Cap Skirring, au lendemain de la détection du cas suspect, la mairie décaisse en urgence 5 millions de francs CFA pour permettre au district sanitaire de disposer de matériel pour se prémunir du Covid-19. Cette enveloppe servira à l'achat de gel hydroalcoolique, des thermoflash et autres équipements de protection pour les agents de santé, mais aussi à l'aménagement d'une salle de confinement. Tombon Gay, maire de Djembereng, et avec Lamine Ba. Le conseil municipal a décidé de libérer une participation, une contribution de 5 millions. Donc les 5 millions ont été engagés et l'expression de besoin a été donc déclinée par le médecin-chef relativement donc aux besoins de l'heure. Donc il y a parmi les produits gel hydroalcoolique, des thermoflash et d'autres articles qui peuvent permettre également à la collectivité territoriale, à travers donc les postes de santé qui sont sur son ressort administratif, de pouvoir donc tenir tout de suite donc le cap pour faire en sorte que toutes les phases puissent être tout à fait assurées. Depuis la période de sensibilisation jusqu'au traitement, si un cas s'avère tout à fait positif. Alors quand monsieur le préfet nous a saisis pour participer avec lui à trouver un local pour le confinement au cas où un cas serait suspect, tout de suite nous avons pensé donc à Casamance Santé pour que en tout cas s'il y a un cas suspect qui puisse être donc confiné ici, le temps que justement le travail puisse être fait et puis la suite c'est au corps médical justement de le faire. Comme vous le savez, en raison de la propagation du Covid-19, les autorités ont pris la décision hier d'arrêter toute desserte de certaines capitales européennes et au nord de l'Afrique à partir de Dakar. Aucun vol provenant de ces pays ne sera également accepté à Dakar. Plusieurs touristes sont dans le désarroi avec la suspension de ces vols, mais ils pensent que la maladie est arrivée à un niveau où il fallait prendre des décisions. Ils prennent donc ces décisions avec philosophie et parfois avec humour.
Sur la petite côte, Abdourahmane Diallo. Je suis dans la merde, voilà. Gérard a l'air confus. Il doit retourner en France le 27 mars prochain, mais avec la suspension des vols en provenance et à destination de France, il ne sait plus quoi faire. J'ai un billet de retour et je ne trouve pas pour le changer. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Aucune possibilité. Et bien là, je suis dans la galère. Je cherche un moyen de retour et je trouve pas. Rencontrée à côté du village artisanal de Sali, Viviane va tranquillement à ses occupations avec son mari. Elle est dans la même situation que Gérard. Nous on parle le 13 avril, alors j'espère qu'il y aura quelque chose de fait. Alain, l'époux de Viviane, lui exhorte les Français et même les autres nationalités à respecter les mesures dictées par les gouvernements. Je pense que les décisions sont bonnes, donc maintenant il faut voir venir, voir comment prendre les choses et à ce moment-là, les gouvernements auront sûrement les bonnes décisions. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Nous parlons maintenant de la vague de solidarité qui s'est exprimée après que donc le coronavirus est arrivé au Sénégal. De nombreuses contributions sont données par des particuliers et par des entreprises, au devant desquelles le groupe GFM qui a lancé l'opération Dan Coronavirus en remettant au ministère de la Santé un lot de matériel d'une valeur de 10 millions de francs CFA, constitué notamment de gel hydroalcoolique et de masques. Cette vague de solidarité pose le problème de la gestion des dons en nature et des fonds octroyés donc au gouvernement du Sénégal pour lutter contre le coronavirus. À ce sujet, je vous propose d'entendre l'analyse de Mohamed Ali Mouba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'attelle à organiser à gérer les dons effectifs et les dons promis. À l'heure actuelle, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services ont reçu un important lot de matériel médical et de produits désinfectants. Le tout stocké dans un magasin prévu à cet effet. Après une réunion technique, le ministère a confié la gestion de ce magasin à un logisticien, un colonel de l'armée sénégalaise à la retraite. Ce dernier est chargé de recevoir, de libérer les produits en fonction de l'orientation du ministère. S'agissant des fonds collectés, le ministère n'a pas encore statué. On ne sait pas encore si c'est un compte qui va être ouvert au nom de l'État du Sénégal après que l'autorité publique aura déclaré éventuellement la situation de catastrophe. À cette condition, certains contributeurs, notamment des entreprises, pourraient déduire de leurs bénéfices nets la totalité des aides consenties sous forme de versement, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Toujours est-il que les entreprises pourraient mettre cela sur le compte de leur responsabilité sociétale d'entreprise. Le groupe Futur Média a donné 10 millions, Bougane Gaydani 11, Sadio Mané 30 millions, le Khalife général des Mourides 200 millions de francs CFA. RFM, la radio de toute l'actualité. Autre aspect de la lutte contre le coronavirus face aux vacances scolaires, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif numérique d'apprentissage Apprendre à la maison est disponible sur education.sn. Mais tous les élèves n'auront pas accès à cette plateforme faute d'accès déjà à Internet et à l'électricité. Les inspections d'académie sont appelées en renfort et une équipe de veille pour l'apprentissage a été mise en place. Anna Rocha. Tapez education.sn, puis en un clic, vous accédez à la plateforme Apprendre à la maison. 10 onglets réservés aux élèves et 5 autres aux enseignants. Le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale explique la mesure. Mamadou Moustapha Diagne. Donc, en accédant à la plateforme education.sn, ils vont y trouver des cours filmés, ils vont y trouver donc des supports en termes de leçons, en termes d'exercices, en termes de corrigés, et toute information leur permettant de procéder à l'apprentissage. L'idée est bonne en tout cas, selon Cheikh Touré, expert en éducation. Mais quelle est la finalité? Quels sont les moyens disponibles, se demande-t-il? En fait, la question du quantum horaire est fondamentale. Toute mesure qui réduit le quantum horaire réduit d'autant la qualité de l'éducation et de la formation. Il reste à voir quelles sont les modalités qui permettront vraiment de réussir cet objectif. La grande contrainte de ce dispositif scolaire est un problème d'équité. L'accès à Internet, par exemple, n'est pas équitable selon qu'on se trouve en milieu urbain ou rural. Pour le spécialiste, il faut transformer ces contraintes en ressources. En zone urbaine, les enfants sont plus forts même que nous en matière d'Internet. Mais en zone rurale, rien n'empêche
que les enseignants demandent à leurs enfants de venir par petits groupes de 5, qu'on leur donne des exercices, surtout dans les disciplines fondamentales. Le ministère de l'Éducation nationale est conscient de cette limite de son projet et c'est pour cela que les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation ont été sollicitées, renseigne Mamadou Moustapha Diagne. Travailler vers des stratégies, à développer des stratégies pour cette catégorie d'enfants qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc c'est pourquoi tantôt je disais que sous les cours pourraient être donnés sous format physique, donc en termes de fascicules, en termes également de livres, de manuels, mais également de tutorats. Pour s'assurer que ces services déconcentrés de l'éducation nationale vont bel et bien mettre en œuvre les stratégies, une équipe de veille pour l'apprentissage à la maison a également été mise en place. Justement, à propos de la fermeture des écoles pour 3 semaines, beaucoup d'enfants sont dans la rue inconscients du danger. Les parents disent être parfois impuissants. Ils proposent même des révisions à domicile, mais cela ne marche pas tout le temps. Salimata Aou a fait un tour dans les rues de la Médina. Voici son reportage. Ils semblent comprendre les raisons de leur confinement, mais pas conscients du danger permanent. De petits groupes d'enfants se forment ici à la Médina, jouant au foot ou à cache-cache. Marème Cham est parent d'élèves. Elle ne cache pas son inquiétude. Il faut tout faire pour retenir les enfants à la maison. Il faut qu'ils lisent. Tous les parents ont peur. Personne n'est à l'abri de cette maladie. Si le président de la République a pris certaines mesures, cela signifie que l'heure est grave. Mais il n'y a pas moyen de maintenir les enfants à la maison. On fait de notre mieux, mais des fois nous sommes impuissants face à cette situation. Cette mère de famille dit avoir changé certaines habitudes pour mettre ses enfants à l'abri. C'est ma fille qui se rendait au marché tous les jours, mais je lui ai interdit d'y aller maintenant. Des enfants à la maison pour 21 jours, ce n'est pas facile à gérer, mais pour certains, la santé n'a pas de prix. À 12h13, ces précisions du ministre de la Justice, la décision de suspendre les audiences pour 3 semaines à cause du coronavirus. Maître Malik Sall déclare que la mesure reste maintenue, mais il précise que les acteurs devaient juste s'accorder sur la mise en œuvre de cette décision. Le ministre, Maître Malik Sall, est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Vous savez, pour une affaire qui avait été, par exemple, renvoyée à lundi, on ne peut pas, comme ça, renvoyer en bloc. Le lundi, donc, l'audience qui était prévue pour le lundi a eu lieu, mais uniquement avec le juge et le greffier, qui, eux, ont tenu à renvoyer les affaires une à une en disant que telle affaire, renvoyée à telle date, telle affaire, parce qu'ils ont les rôles pour les mois prochains. Telle affaire sont renvoyées à telle date. C'est comme ça que ça se fait. Ça signifie que la décision de suspension, elle est maintenue. Mais j'ai demandé effectivement à ce que les acteurs se rencontrent le lundi de hier, pour ensemble trouver des modalités pratiques pour qu'effectivement cette suspension soit effective. Certains critiquent cette mesure de suspension des audiences en disant qu'au lieu de suspendre les audiences, il fallait juste les tenir à huis clos. Votre commentaire par rapport à ces critiques? Non. Vous savez, il y a des affaires qu'on ne peut pas tenir à huis clos. Si vous avez remarqué, la mesure que j'ai prise, que le chef de l'État a prise, a été reprise par le gouvernement français en ce qui concerne les audiences au niveau de la justice française. On a dit que effectivement les audiences sont suspendues sauf pour les affaires particulières. Les affaires particulières, c'est-à-dire quoi? Vous savez, une affaire devant le juge d'instruction. À l'instruction, il y a qui? Il y a le juge et il y a l'avocat. Donc, pour cette affaire-là, on n'a pas besoin de suspendre. Ça, c'est un tête-à-tête. Les audiences, un référé, c'est quoi? Ça peut se tenir effectivement à huis clos. Mais une audience qui nécessite la présence de toutes les parties, qui nécessite la présence des témoins, ces genres d'audiences-là sont suspendus.
Le garde des Sceaux, Maître Malik Sall, autre précision provenant du gouvernement, le marché sénégalais est suffisamment approvisionné au moment où le Sénégal enregistre 27 cas positifs de Covid-19. Une assurance du ministre du Commerce qui recevait les acteurs du secteur. Aminata Assom Diatta informe également que le prix des produits sont pour le moment, les prix sont maîtrisés. Le ministre du Commerce a aussi annoncé un projet d'arrêté de fixation des prix du gel hydroalcoolique. Nous y reviendrons avec notre reporter Amadou Sabarba. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Sursaut national de la classe politique autour de la lutte contre le coronavirus. La posture est saluée par les spécialistes en communication politique. Pour autant, il faut penser à participer à l'effort de guerre contre la maladie par la mobilisation de moyens, mais surtout faire œuvre dans la sensibilisation, même s'il serait difficile de pérenniser cette union après le coronavirus. Dossier réalisé par Papa Balagueye. Les politiques mobilisées comme en temps de guerre contre le coronavirus, Hassan Samb ne se fait pas d'idée. La posture est salutaire. Selon le journaliste et analyste politique, à moment exceptionnel, des décisions exceptionnelles s'imposent. C'est quelque chose qui est important à pérenniser justement, surtout en des moments exceptionnels, difficiles, comme celui qu'on est en train de vivre. Et on ne connaît pas l'issue, donc il faudrait effectivement que tous les Sénégalais soient ensemble, puissent taire les divergences. Suivant la même logique, Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, note par ailleurs que l'implication de l'opposition dans la sensibilisation serait un atout majeur dans la politique menée par l'État en ces temps qui courent. Alors, le soutien, ça peut se faire sur différents points. Lié à des communiqués, il peut y avoir des débats au niveau des médias, c'est surtout important. La télévision, c'est l'espace donc de sensibilisation, de mobilisation pour faire en sorte que les populations respectent les mesures qui sont prises. Mieux, juge Hassan Samb, la mobilisation des ressources est plus qu'une nécessité et qu'il faut suivre les pas de hautes figures de la société sénégalaise. Je pense qu'il faudrait également participer financièrement et je pense que beaucoup de Sénégalais sont en train de le faire. Seydi Mountakha a montré la voie. Youssou Ndour, ensuite on a vu Bougane Gueye Dany, Sadio Mané, je crois. Il faut que ça continue. Voilà, il faut que les gens mettent la main à la poche. Toutes les structures importantes, les partis politiques, les sociétés importantes, comme les sociétés nationales, les sociétés privées, les associations privées. Voilà, il faut que chacun essaie de donner quelque chose et que ce soit coordonné, bien coordonné. Qu'on soit sûr que l'argent soit bien utilisé. Un sursaut politique de cette dimension rarement constaté, nos interlocuteurs s'attendent à ce que ces actions soient pérennisées, mais toujours dans l'intérêt national. Voilà pour les politiques du côté de la société civile. Le mouvement citoyen Y en a marre se met à la disposition de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Une rencontre avec le ministre de la Santé est prévue aujourd'hui pour définir les modalités de cette collaboration. Mais déjà, Y en a marre travaille avec les artistes ou des artistes pour une chanson destinée à la sensibilisation contre la maladie. Écoutons le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Quand un peuple arrive face à des situations comme celle qu'on vit avec cette pandémie mondiale, il est important que tout le monde soit ensemble, et notamment en renforçant justement le gouvernement. Juste après ça, le mouvement Y en a marre, de par les possibilités qu'il a et les compétences, la valeur ajoutée qu'il avait, a tout de suite mobilisé ces artistes qui sont actuellement en studio pour préparer un morceau de sensibilisation qui fera l'objet aussi d'une vidéo pour essayer de vulgariser les mesures de prévention que les autorités sanitaires ont données. Et au-delà de ça, depuis hier aussi, nous avons commencé à produire de petites vidéos, des capsules en langue nationale pour aussi continuer de sensibiliser et de vulgariser ces mêmes mesures que le ministère de la Santé a eu à donner. Et en plus de cela aussi, le mouvement en tant que mouvement citoyen qu'on a connu aussi de par le passé, de par ses actions citoyennes dans certaines circonstances où le peuple a eu besoin de lui. Nous envisageons une rencontre avec le ministre de la Santé pour nous mettre à la disposition de l'autorité sanitaire à travers tout notre réseau de Y en a marristes, le réseau national, pour lui dire qu'on se mettait à sa disposition de façon bénévole pour tout ce qu'on pourra faire d'autre, notamment même des actions de proximité auprès des populations.
Et puis pour refermer cette large fenêtre sur la lutte contre le coronavirus, le SYNPEC décide de reporter le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté jusqu'à nouvel ordre. Les évêques du Sénégal ont également suspendu toutes les activités religieuses en ce temps de carême, une façon pour l'Église de faire face à la propagation du Covid-19. RFM, la radio autrement. Pour le reste de l'actualité, allons à Medina Fall, ce quartier populeux de Thiès, situé dans la commune de Thiès et qui défraie la chronique avec 2 meurtres commis en une semaine seulement. Les habitants de ce quartier sont inquiets et déplorent l'insécurité. La police, de son côté, a déployé tous les moyens pour lutter contre ce phénomène grandissant. Certains déplorent aussi l'utilisation abusive de la drogue dans ce quartier par les jeunes. Reportage chez Anta Diop. 2 meurtres dans une semaine à Thiès et dans un même quartier. Cela effraie tout le monde. Les gens sont étonnés, scandalisés. 2 meurtres dans une semaine, bon, c'est rare. Dans un même quartier encore, maintenant il faut chercher des motivations. C'est que la société maintenant est assez violente. Medina Fall est réputé être une zone dangereuse selon ce jeune conducteur de taxi moto Jakarta que nous avons trouvé à l'arrêt du lycée Medina Fall de Thiès. Il estime que plusieurs jeunes s'adonnent à la drogue. Les drogués, les gainsman, ils sont tous là. C'est un quartier très populaire, incontrôlable. Il y a des jeunes qui sont là, ils s'entraînent, des jeunes costauds, et la plupart sont des chômeurs. Babou Sen, un ancien de la brigade de recherche de la police centrale de Thiès, pour lui, la sécurité est renforcée à Thiès. La police a été renforcée en éléments, il faut oser le dire, et en moyens. Malgré le renforcement de cette sécurité, c'est des faits isolés qui arrivent. La police ne peut faire que constater et surtout faire son travail. Et vous voyez, tous les cas de meurtre ne sont pas restés vains, parce qu'en moins de 24 heures, les meurtriers ont été pris. Donc, ce qui montre que la police est sur le pied de guerre. Quoi qu'on dise, Medina Fall, ce quartier très populaire est sous le contrôle de la police qui mène régulièrement des rondes pour parer à toute éventualité. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Une médiation de la CEDEAO à Conakry reportée. À cause du coronavirus, les présidents du Nigeria, Muhammadu Buhari, du Niger, Mohamedou Issoufou, de l'Ivoirien Alassane Ouattara et du Ghanéen Nana Akufo-Addo étaient attendus à Conakry aujourd'hui pour une médiation entre le président Condé et son opposition. Médiation reportée, la Guinée qui enregistre un cas de coronavirus. Malal Junior Diagne. C'est aujourd'hui, mardi 17 mars, que devait commencer la mission de haut niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à Conakry en Guinée. Cette mission de la CEDEAO avait pour but de faire une médiation politique entre le président de la République guinéenne Alpha Condé et les membres de l'opposition. La Guinée est plongée dans une réforme constitutionnelle née des réformes annoncées par le président de la République qui souhaite briguer un 3e mandat. Les autorités au pouvoir à Conakry ont mis en avant le seul cas positif de coronavirus en Guinée pour annuler cette rencontre. Du côté de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, député de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a déclaré à la presse internationale que la situation actuelle risque de remettre en cause les faibles acquis démocratiques du peuple, mais aussi la stabilité et la paix de la Guinée-Conakry, si rien n'est fait pour ramener Alpha Condé à la table des négociations. Idriss Elba, testé positif au Covid-19. L'acteur sierra-léonais l'a lui-même annoncé à travers une vidéo. Ça craint, je m'en sors bien, a déclaré Idriss Elba, qui ajoute avoir fait le test après avoir réalisé qu'il avait été en contact avec une personne infectée par le coronavirus. États-Unis, les primaires démocrates prévues aujourd'hui reportées. À cause du coronavirus, les primaires démocrates prévues aujourd'hui dans l'Ohio ont été reportées, annonce faite par le gouverneur de cet État selon France 24. Une annonce quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Une première dans la course à l'investiture démocrate dominée par Joe Biden face à Bernie Sanders. Pour terminer, remaniement ministériel au Congo-Brazzaville. Il s'agit selon APA News d'un léger remaniement ministériel. Un gouvernement dit technique de l'avis du président Denis Sassou Nguesso. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a été limogé. Un ministre délégué au
auprès du ministre des Finances et du Budget. Chargé du budget a été également nommé. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo, il est 12h25. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons de quel accompagnement économique et financier au lendemain des mesures pour lutter contre le Covid-19 au Sénégal, notamment les restrictions à la circulation des personnes et des biens. Et pour discuter de ce thème et répondre à cette question, nous serons avec Mme Mariba Aïdara, économiste, ainsi qu'avec M. El Hadj Mansour Samb, économiste et écrivain. Présent l'actualité du Covid-19, Coronews, notre nouvelle rubrique qui vous tient à jour sur l'évolution de la pandémie au Sénégal, en Afrique et dans le monde avec Soda Thiam. Bonne nouvelle pour le Sénégal. Le Français confiné dans le bateau Aline Sitoé Diatta est testé négatif au coronavirus. Mais le Sénégal reste le pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest avec 27 cas positifs, dont 2 guéris. Des mesures idoines sont prises et respectées, même si depuis le cas du Sénégalais revenu d'Italie, on note au moins chaque jour de nouvelles contaminations. Les Sénégalais participent à la mobilisation de fonds pour apporter une réponse efficace dans la lutte contre le Covid-19. Le chouchou sénégalais Sadio Mané, après ses 30 millions de francs CFA, a fait une vidéo pour sensibiliser ses compatriotes et ses fans du monde entier. En Afrique, l'épidémie se propage de plus en plus, mais les autorités du continent prennent des mesures pour éviter la propagation du Covid-19. Chez le pays voisin, le Maroc, le ministère de la Santé a annoncé ce mardi un 2e décès, ainsi qu'un nouveau cas confirmé. Le bilan passe donc à 38 cas positifs. Le malade décédé est un citoyen marocain originaire de Salé, âgé de 75 ans. Le nouveau cas est un ressortissant marocain de Casablanca, arrivé de France. Après le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, entre autres pays africains, le Tchad ferme à son tour ses frontières aux vols internationaux pour se prémunir du Covid-19 à partir de jeudi prochain. En RDC, le président Tshisekedi réunit ce mardi un conseil des ministres restreint et extraordinaire consacré au coronavirus. Selon les derniers chiffres dans le monde, la Chine compte désormais moins de 10% des cas actifs de la maladie. L'Europe, à elle seule, compte 63% des cas actifs. En Belgique, on note 185 nouveaux cas, dont 10 personnes décédées. L'épidémie continue de se propager en France. Selon le dernier bilan communiqué lundi soir par les autorités sanitaires, 6633 personnes sont contaminées et 148 sont décédées, soit 1210 cas et 21 décès supplémentaires en 24 heures. Après l'Espagne, l'Italie, la France entre à son tour ce mardi en confinement général. Depuis 12 heures, les Français ne peuvent plus sortir de chez eux ni se réunir sans raison valable et toute infraction sera sanctionnée. 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour contrôler un confinement inédit en France. La Russie teste un vaccin sur des animaux. L'Iran annonce 135 nouveaux décès. Le bilan officiel fait désormais 988 morts. Et nous sommes en ligne et en direct avec M. El Hadj Mansour Samb, économiste et écrivain. Bonjour M. Samb. Bonjour. Nous sommes également en ligne et en direct avec Mme Mariba Aïdara, économiste. Bonjour Mme Aïdara. Bonjour. Alors, nous restons avec vous. Si la situation actuelle perdure en termes de propagation du Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde, on va certainement au-devant de sérieux problèmes économiques. Quelles mesures pour anticiper, atténuer l'impact et éventuellement s'adapter pour faire face à ces difficultés d'après vous? Oui, en fait, je voulais tout d'abord saluer toutes les mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal, tendant donc à suspendre les liaisons aériennes avec certains pays européens et du Maghreb, et dire qu'en fait, il sera difficile de mesurer les conséquences économiques pour une telle pandémie, parce que c'est un choc exogène. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais faire quelques propositions, en fait 5. La première, c'est tout d'abord de mettre en place une cellule de crise qui va mesurer donc l'impact réel économique au niveau de tous les secteurs porteurs de croissance, surtout les secteurs du PSE, les 6 moteurs du PSE. Il faudrait donc évaluer l'impact au niveau de tous ces secteurs, tout d'abord. Et deuxièmement aussi, il faudra s'attendre aussi à une baisse de la production agricole mondiale.
Et c'est la raison pour laquelle il serait bon aussi de constituer des stocks de réserve afin d'assurer notre sécurité alimentaire, tant sur les produits que l'on importe que sur la production locale. Et je pense que c'est le lieu de pousser les Sénégalais à consommer local de manière donc à développer un véritable label sénégalais. La sécurité alimentaire, elle est primordiale. Donc il faut anticiper au niveau de ce secteur-là. Et les trois autres propositions, très rapidement? Oui. La troisième proposition, c'est accompagner le secteur privé par des mesures afin qu'il puisse jouer son rôle dans le cadre de la deuxième phase du programme d'action prioritaire du PSE. Et le président de la République, à plusieurs reprises, a donné des directives pour que le secteur privé puisse jouer son véritable rôle. Donc, vu cette pandémie, il faudrait donc accompagner ce secteur privé-là pour qu'il puisse donc jouer le rôle qui est le sien. Alors, les deux derniers, oui. Ensuite, nous reviendrons sur les détails, mais les évoquer rapidement et ensuite, on reviendra sur les détails. Je suggère, c'est que l'État aussi devra accompagner tous les secteurs porteurs de croissance, à savoir l'agriculture, qui est la première priorité de l'État, le tourisme, qui est la deuxième priorité de l'État, la pêche, mais aussi l'énergie, compte tenu du fait que nous dépendons du pétrole et qu'il faut vraiment accélérer donc les efforts au niveau des sources d'énergie alternatives, notamment à partir du solaire et le mix énergétique d'une manière générale. Votre dernière recommandation. Et la dernière mesure, c'est comme nous faisons partie des entités donc régionales et sous-régionales, nous devrons donc en relation avec la CEDEAO et l'UEMOA prendre des mesures communautaires pour anticiper. Très bien. On reviendra peut-être sur ces propositions tout à l'heure. En attendant, El Hadj Mansour Samb, vous êtes économiste et écrivain. Quelles sont, selon vous, les mesures qu'on aurait dû prendre ou qu'on devra prendre justement pour atténuer les impacts économiques de toutes les mesures qui sont prises par notre pays et qui sont prises par ailleurs par d'autres pays en matière de libre circulation des personnes et des biens? Donc, je vous remercie de l'invitation. Concernant les capacités d'adaptation et de résistance, cette crise a trouvé le monde et le Sénégal dans une position peu confortable. Vous savez, les crises de 29, 87 et 2008 avaient trouvé le monde dans une période de bonne croissance économique. Mais le coronavirus a trouvé le monde dans une période de basse croissance économique. Et en plus, le moteur de la croissance, qui est la Chine, en ce moment l'une de ces croissances les plus basses au monde. Si cette crise sanitaire se répercute brutalement dans l'économie sénégalaise, le Sénégal va en souffrir. Maintenant, quelles sont les marges de manœuvre? Comme je vous l'ai dit, cette crise a trouvé le Sénégal dans une position inconfortable en termes de marge de manœuvre budgétaire. Il ne faut pas oublier une chose. Dans l'observateur du 21 février 2020, à la page 3, on a titré plafonnement de la dette du Sénégal. Le FMI freine la dette du Sénégal à 2563 milliards. Partout dans le monde, les gens sont en train d'utiliser des marges de manœuvre budgétaires. C'est-à-dire que partout dans le monde, aujourd'hui, tout le monde sait que la politique monétaire est arrivée à bout, les taux sont partout à zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est la politique budgétaire et la politique fiscale. Aujourd'hui, partout dans le monde, en France, partout, les gens sont dans la politique budgétaire. Aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, on a aujourd'hui un budget plafonné. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme ICPE, le Sénégal ne peut plus dépasser 449 000 milliards d'endettement. On est plafonné aujourd'hui aujourd'hui, on est plafonné à 9 563 milliards. Donc, on a des problèmes de massement budgétaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de changer ça? Au niveau de la France, on a vu hier que le président Macron a mis en place des mesures vraiment très importantes. Parce que cette crise, avec le confinement qui se passe en France, va bloquer toute l'activité économique. Aujourd'hui, les ménages sont confinés ces jours. S'ils sont confinés ces jours, il y aura des cycles de production au niveau des entreprises. Qu'est-ce que la France a fait? Aujourd'hui, au niveau des ménages, concernant le semences partielles, on a dit que maintenant, les gens, restez chez vous et on va vous payer 84% de votre net, du net que vous avez. Et si c'est le SMIC, vous avez besoin à 100%. On a dit aux entreprises, les paiements d'impôts et cotisations seront reportés. On a dit aux banques,
de reporter de 6 mois le remboursement des banques. Vous l'avez dit, le Sénégal n'a pas les marges pour certainement offrir le même package. Il faut le rappeler, en France, le montant de ce paquet est de 300 milliards d'euros. C'est près de 200 000 milliards de francs CFA. On est très très loin du compte. Quelles sont les mesures vraiment pratiques et réalistes que le Sénégal pourrait mettre en place pour aider des secteurs névralgiques tels que le tourisme qui sera impacté de façon tout à fait significative, par exemple? Le secteur du transport, l'hôtellerie, la restauration, le commerce. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, moi, ce que je vois, c'est une loi de finances rectificative. Parce qu'aujourd'hui, une loi de finances rectificative, il faut faire une rélocation de dépenses. C'est-à-dire qu'on avait mis en place la loi de finances initiale. Aujourd'hui, on met en place une loi de finances rectificative pour pouvoir chercher 50 milliards et pouvoir faire une rélocation de dépenses vers les dépenses de priorité. Aujourd'hui, on a besoin de soutenir des entreprises. Aujourd'hui, on a besoin de soutenir des ménages. Aujourd'hui, il y aura des entreprises, des gens qui seront en chemin technique. Aujourd'hui, il y aura des entreprises dans le système du transport, de l'hôtellerie, de la restauration, où il y aura beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en train de mettre en place un fonds de solidarité. Il y a Touba qui a donné 300 millions, il y a votre groupe, le presse a donné 10 millions, Bougar a donné 10 millions. Aujourd'hui, il faut aller vers ce fonds de solidarité. Et au-delà de ce fonds de solidarité, l'État doit sortir beaucoup d'argent au niveau du budget. Comment il doit le faire? Uniquement par une loi de finances rectificative. Très bien. Je dois signaler que le ministre des Finances a déjà annoncé que des réaffectations budgétaires seront opérées bientôt sur le budget, ce qui emporte bien naturellement la loi de finances rectificative. Tout à fait. Madame Mariba Aïdara, vous évoquiez tout à l'heure les entités régionales. Ces entités, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, que ce soit la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement, sont restées silencieuses pour l'instant. Est-ce que c'est lié au fait que la pandémie n'a pas encore frappé de plein fouet, même s'il y a un potentiel d'impact très très élevé, ou en tout cas, qu'est-ce que vous leur recommandez de faire? Quels sont les mécanismes disponibles pour que les entités régionales telles que la CEDEAO, telles que l'UEMOA et les banques régionales de développement agissent en faveur de nos pays pour qu'ils ne soient pas déstabilisés économiquement? Oui, certainement c'est parce qu'ils n'ont pas encore été touchés comme les pays européens qu'ils gardent pour l'instant le silence, le temps de voir venir. Mais à mon avis, des réunions d'urgence devraient être convoquées incessamment pour mettre en place une stratégie commune sous-régionale, comme on a eu à le faire par le passé dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et ce sont des mesures généralement qui sont fortement appuyées par des agences régionales, des agences du système des Nations Unies comme la FAO. Et donc je pense que une réunion sous-régionale devrait être convoquée dans les meilleurs délais pour mettre en place une stratégie commune afin de lutter contre cette pandémie. Très bien. El Hadj Mansour Samb, vous avez évoqué tout à l'heure le levier budgétaire pour déjà apporter une première solution, une première réponse économique à la situation qui se profile à l'horizon. Qu'en est-il de la fiscalité? Quelles sont vos préconisations dans ce domaine? Au niveau de la fiscalité, l'État est en train de mettre en place une stratégie. C'est la stratégie de mobilisation des recettes à court terme. Ça a été lancé il y a 4 jours avec des impôts. Donc aujourd'hui, au niveau de la fiscalité, il va être un peu difficile de trouver des marges de manœuvre. Bien vrai qu'on a encore, au niveau de la pression fiscale, on est à 15% et le potentiel fiscal du Sénégal est à 25%. Mais au niveau de réaction aujourd'hui, quand tu veux réagir, c'est au niveau du budget, au niveau de la loi de finances rectificative. Parce qu'aujourd'hui, une vraie économie marche avec 3 pieds. Le pied monétaire, le pied budgétaire et le pied fiscal. Aujourd'hui, le pied monétaire ne peut pas être utilisé au niveau de l'UEMOA. C'est pourquoi hier, l'ancienne directrice exécutive de la Banque mondiale au Sénégal, qui s'appelait M. Maurice Somoué, qui était à la Banque mondiale, elle a dit une chose. Elle a dit qu'il faut que la CEDEAO fasse vite pour trouver une banque et pour trouver sa propre monnaie
ça va lui permettre de faire ce qu'on appelle de la politique monétaire et de jouer sur les taux d'intérêt et de les abaisser en cas de crise. Cette politique monétaire, elle est menée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et par la commission monétaire de la dite banque. Contrairement aux autres banques centrales où les taux directeurs sont très très bas, à la BCEAO, les deux taux directeurs, c'est 2,5 et 4,5%. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre de ce côté-là? En Europe ou aux États-Unis, quand on met en place la politique monétaire, les banques commerciales abaissent les taux. Ici, les banques commerciales ne peuvent pas abaisser les taux. Parce que les taux des banques commerciales ne dépendent pas de la BCEAO. Ils dépendent de leur propre intérêt. C'est ça le problème de ce pays. Le jour où on aura une banque centrale avec notre propre monnaie, là, on pourra agir sur les taux d'intérêt des banques commerciales et les mettre à 2 à 3% en cas de crise. Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire, le système de la BCEAO ne permet pas de mettre en place certains taux. C'est une politique monétaire de consommation et de production. Parce qu'une politique monétaire, ça sert à, en cas de crise, ça sert à aider les entreprises à repartir, à aider les ménages à repartir par des taux d'intérêt très bas. C'est pourquoi hier, le président de la commission économique, qui est Mme Waré Songwe, il l'a dit, il faut que les pays de la CEDEAO puissent trouver une banque centrale et leur propre monnaie pour être maître de leur politique monétaire. Aujourd'hui, au niveau de la BCEAO, on n'est pas maître de notre politique monétaire. D'ailleurs, la BCEAO ne fait pas du monétaire, elle fait du commercial. Elle se limite à vendre de l'argent aux banques commerciales qui sont dans le marché. Mais une bonne politique monétaire va agir sur le taux d'intérêt des banques commerciales. Si tu ne peux pas faire de la politique monétaire, si au niveau de la fiscalité, ce n'est pas possible, parce qu'au niveau de ta loi de finances initiale, tu as déjà mis en place toute la politique fiscale et que maintenant il y a un choc exogène, il n'y a que la politique budgétaire qui peut agir. Très bien. Vous savez, pendant des années qu'on a dit à l'État, attention à l'endettement. Maintenant, avec notre niveau de statut de pays, de pays en endettement modéré, aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette marge de manœuvre. Si on avait un statut de pays à endettement faible, là, on pourrait avoir certaines marges de manœuvre. Cela dit, le FMI a lâché un peu la bride et permet aux pays qui sont sous programme, notamment le Sénégal, d'imaginer toutes les solutions d'ordre budgétaire et fiscal. Et le FMI sera tolérant par rapport à ces mesures, sans compter le fonds de 50 milliards de dollars qui a été mis en place. Je voudrais terminer avec Madame Mariba Aïdara. La France met en place un package, un dispositif d'un montant de 300 milliards d'euros, essentiellement sous forme d'aval de garantie. Est-ce que nos pays peuvent s'engager auprès des banques commerciales pour assister, aider, accompagner les entreprises telles que c'est fait dans d'autres pays? Est-ce que cela est envisageable d'après vous? À mon avis, je pense qu'il faudrait mieux se focaliser vers un fonds de solidarité, compte tenu de nos limites budgétaires, il faut le dire. Et donc mettre en place un fonds et susciter donc un élan patriotique, et tout le monde va mettre la main à la poche, l'État en premier, pour pouvoir donc constituer ce fonds et aller à l'assaut de cette pandémie. Et je retiens que vous proposez qu'on mette en place une cellule ou en tout cas un organe qui va travailler à mesurer l'impact au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce point de vue. Nous vous retrouvons dans l'édition de 13h pour la version Wolof. À 12h et bientôt 50 minutes, c'est la fin de cette grande édition de la mi-journée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. À 13h, le grand journal en Wolof qui sera présenté par El Hadj Hassan Gueye. Avant et dès à présent, Allô Présidence. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Très bon après-midi. Au revoir.